Radio Maton, une émission de Gérard Courant, ce soir avec Bulogier. Bulle, quand je t'ai demandé de venir à cette émission, tu m'as dit 1 heure, mais je ne pourrais jamais parler pendant 1 heure. Et avec tous les films que tu as faits, je suis certain que tu vas nous dire plein de choses. Mais j'espère, j'aime pas tellement parler de moi et je ne sais pas parler de moi. Alors j'espère que toi tu vas parler de moi. Parce que tu as fait plus de 40 films en 15 ans, depuis Paulina s'en va d'André Téchiné. Et comment ça s'est passé, cette entrée dans le cinéma, parce que tu faisais du théâtre avant? Oui, ça s'est passé. Avec Marco? Oui, je faisais du théâtre avec Marco et finalement on était tout un groupe de gens qui se sont connus à cette époque-là. Les gens de cinéma aimaient bien le théâtre de Marco et aimaient bien les acteurs qui étaient là. Quand tu dis les gens de cinéma, c'était qui? C'était Jacques Rivette? C'était Jacques Rivette, c'était, je crois, Truffaut ou Jacques Demy, les gens qui constituaient le groupe des Cahiers du cinéma à ce moment-là, donc André Téchiné, Jean Eustache, Comolli, plein de gens comme ça. Et tu as beaucoup travaillé au théâtre avant de commencer au cinéma? J'ai commencé au théâtre en 1963 avec ce groupe de Marco qui était constitué par Pierre Clémenti, Jean-Pierre Calfon, Elisabeth Vienner, Jacques Higelin, Michel Moretti, Toto Bicinte et d'autres. Il y avait aussi des musiciens qui faisaient la musique de nos pièces, comme Jean Vienner, Michel Portal, quand même des gens bien. Et le principal succès, c'était les idoles à cette époque. Voilà, on a eu un très gros succès qui s'appelait les Playgirls, qui était monté dans une cave, la Grande Séverine, qui appartenait à Girodias. C'était dans quel quartier? C'était rue Saint-Séverin. Girodias, c'était un éditeur fameux qui avait créé Olympia Press et qui avait édité le premier Lolita, le Festin nu de Burroughs, les Miller, les Tropiques du Cancer, du Capricorne, et qui était interdit pour je sais pas combien, 100 ans des interdictions d'édition. Il avait cette espèce de complexe qui s'appelait la Grande Séverine. Il y avait une cave dans laquelle il a voulu en faire un petit théâtre quand il nous a connus. Et puis il y avait une boîte de jazz, et puis il y avait un restaurant russe très cher et très fameux. Ah. Ça, c'était les débuts. Et quel était le public qui venait à ce moment-là? C'était un public de gens d'édition, Jean-Jacques Pauvert, Samson François, des gens, Christian Bourgois. Et il n'y avait pas beaucoup de places, il y avait 70 places, donc 80 places maximum. Donc pour gagner notre vie, comme on était un groupe de 7-8 personnes, on était obligé de jouer 2 fois. On jouait à 11h du soir et puis on jouait après à 2h du matin. Et il y avait du monde à 2h du matin? Oui. Il y avait autant de monde? Plein, oui. C'était une époque géniale, magnifique. Après on montait, on se faisait offrir le coup par Girodias dans la boîte de jazz. Et quelquefois on avait la chance d'être invité au restaurant russe parce qu'on gagnait pas beaucoup d'argent quand même. Il y avait Higelin qui faisait des improvisations quelquefois, parce qu'il y avait un piano sur le petit théâtre, qui faisait des improvisations jusqu'à 8-9 heures du matin, et les gens étaient morts de rire, et ils restaient. Et à l'époque, tu ne travaillais pas pour le cinéma, alors que des gens comme Clémenti travaillaient pour le cinéma? Oui. Il avait commencé avant? Oui, lui, il avait commencé avec Visconti. Oui, Visconti, puis il avait continué avec Buñuel, je crois. Avec plein de gens. Avec beaucoup de gens, oui. Non, C'était un bon exemple à suivre.
Oui, mais j'étais pas intéressée par le cinéma parce que j'étais dans ce groupe, je m'amusais beaucoup et puis j'avais la passion de ce qu'on faisait et j'avais pas d'ambition, j'y pensais pas du tout. Pourtant, je suis certain que c'était une époque qui devait être plus propice que maintenant pour débuter dans le cinéma. C'était un peu dans le droit chemin de la nouvelle vague. Il y avait quand même peut-être plus d'ouverture que maintenant. Certainement, mais la nouvelle vague était déjà là et ils avaient leurs acteurs, leurs actrices. Et nous, dans ce groupe de gens, à part Pierre Clémenti, on ne pensait pas au cinéma, sinon que c'était un moyen de gagner notre vie, de faire un cachet ou deux ou trois, et en même temps on rejetait cette idée de ne pas pouvoir jouer pour aller faire, pour gagner de l'argent au cinéma. C'était bizarre. C'était très sentimental Oui. alors. Ah oui, c'était un groupe fort, mais c'est comme les groupes de musique qui ne peuvent pas se séparer. C'était proche de la musique parce que dans le groupe, il y avait Calfon, enfin, il jouait aussi. Je ne sais pas s'il jouait à cette époque, mais après, en tout cas, il a fait des Mais groupes de lui, rock. il a décroché de l'acteur quand il a fait Les Idoles, parce que ça lui a donné une révélation, il a voulu être musicien. Parce que dans Les Idoles, il chantait. Alors à ce moment-là, il s'est aperçu qu'il s'amusait beaucoup plus en faisant de la musique qu'en étant acteur. Puis ça correspondait à 68, etc. Il y avait une rupture aussi. Parce que 68 est arrivé, et pour toi, c'était le grand départ dans le cinéma. Mais c'est-à-dire qu'en 67, quand on a fait Les Idoles, il y a eu une espèce c'était devenu égomaniaque, un peu les acteurs étaient les trois idoles de la chanson, alors il y avait une espèce de compétition sur le public et puis ça a éclaté, plus personne s'entendait ensemble, les acteurs se faisaient un peu la gueule, on devait faire des psychodrames pour arriver à rejouer le soir, toute la journée, alors finalement on a arrêté. C'était à quel moment? Chacun a suivi sa route. C'était en 67? Parce qu'on a repris les idoles qu'on a créées en 66, on l'a repris en 67 à Bobino. C'était déjà beaucoup moins bien. Et le film a été tourné en 68? Non, le film a été tourné en 67. C'était ton premier film? 66 et 67, oui. C'était avant le film d'André Téchiné qui s'appelle Paulina s'en va. Oui, c'était exactement mon premier film, mais en même temps, pour moi, c'était la continuité d'une pièce de théâtre, au fond. Et c'est là que Jacques C'est pas Rivette... vraiment une pièce de théâtre, je sais pas comment, de ce spectacle. Et Jacques Rivette était venu en 65 dans une pièce qui s'appelait Les Bargas nous voir, au théâtre Édouard VII. Et il y avait Jean-Pierre Calfon et moi qui jouions dans cette pièce, avec les autres, Clémenti, etc. Et il a eu envie de nous mettre ensemble dans l'amour fou, parce qu'il trouvait qu'on formait un couple déjà sur scène intéressant. Et l'amour fou, c'était juste en 68, là. Il m'a proposé de faire un rôle dans La Religieuse, une des religieuses. Et ça ne m'intéressait pas. Parce que j'étais sur le théâtre, j'étais dans mon groupe, j'avais pas envie d'arrêter tout pour aller faire un petit rôle. J'ai toujours pensé que si je devais faire du cinéma, il fallait que je commence en force. Ah oui, parce que tout de suite, avec L'amour fou, ça a été le grand film. Paulina s'en va déjà. Oui. Et puis ensuite L'amour fou, et puis le reste, quoi. Mais c'était pas trop difficile de commencer comme ça, d'un seul coup, à avoir la responsabilité presque d'un film. Parce que Paulina s'en va, c'est vraiment sur toi. L'amour fou, c'est sur toi et Calfon. Et c'était quand même, ça demandait quand même un certain métier. Et... Mais L'amour fou, on l'avait quand même préparé 6 mois avant, ensemble, avec Rivette et Marilou Parolini, la co-scénariste. Donc on se voyait, on apportait nos... On jouait beaucoup sur l'improvisation au théâtre, donc on avait quand même la notion d'une scène, ou comment développer une chose. C'était pas difficile dans ce sens-là, c'était pas arriver sur un plateau, connaître personne et commencer à tourner, on se connaissait déjà. Moi j'avais l'habitude de mon partenaire, je savais comment il réagissait, mon partenaire avait l'habitude de moi, on savait comment faire fonctionner les choses, c'est comme, je sais pas, un piano, un violon, une batterie, et tout ça, les gens qui se répondent. Et ça donnait un très grand film. L'amour fou, c'est l'un des films, à mon avis, les plus importants de la fin des années 60. Oui, je crois c'est un film qui
qui a marqué, qui a marqué la fin des années 60, qui a marqué des grands cinéastes même. Et je crois aussi que ce qu'on faisait comme acteur, je pense qu'on est un peu les pionniers de tout un type de jeu d'acteurs qui est venu après, comme Miu Miu, ou tous les gens qui sont venus du Café de la Gare, ou Patrick Devers, ou Depardieu, cette espèce de liberté d'acteur. Je pense que quand même, il faut dire qu'on l'a commencé là. Parce que c'était quand même très différent de ce que faisait Anna Karina ou les acteurs de Chabrol. Complètement, c'était une rupture et qui coïncidait avec 68, Oui. comme par hasard. Oui. Il n'y avait pas de hasard. Mais L'amour fou, je n'avais pas peur, je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'une caméra ou de ce que c'était que le son. Alors, la naïveté, ça aide beaucoup aussi, parfois. Surtout chez Jacques Rivette, où il y a toujours cet espace de liberté. Il y a un côté naïf, primitif chez Jacques Rivette, qui le rapproche un peu des pionniers du cinéma du début du siècle. Moi, je crois pas que sans complexe. Je crois pas qu'il soit naïf. Il est peut-être pas naïf, mais il se donne cette part de naïveté que beaucoup de gens se refusent absolument. Oui, mais tout est pensé, calculé. J'imagine, mais il n'y a pas ce... Même les accidents. Je veux dire, s'il y a un accident, il sait très bien ce que cet accident va amener dans son film. Je sais pas, par exemple, dans L'Amour fou, il y a eu des... Je sais pas, il y a eu un accident qui a été bien utilisé par Jacques Rivette. Tu peux, je sais pas, tu as un exemple en tête, quelque chose qui n'était pas vraiment prévu, et puis qu'il a un fait, oui, qu'il a poussé. On a eu toute la dernière heure de L'Amour fou, on l'a fait en une journée. Donc il ne s'attendait pas à ça, il s'attendait à 3 minutes de film au maximum. Et c'est pour ça que les films durent 4h30. Donc ça, c'est pas un accident. C'est... Une grande journée d'inspiration Oui. dans l'improvisation. Oui. Et ça, c'est le propre de l'improvisation, parce que un jour, on peut très bien ne pas beaucoup tourner, et le lendemain, beaucoup tourner. Oui, mais maintenant, je rejette l'improvisation. C'était bien à cette époque, mais maintenant, ça m'énerve. Ça t'énerve, mais je sais pas, même dans un film comme Passion, il y a aussi une improvisation. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas encore vu. Pas encore vu? Non, c'est honteux. J'ai honte. Maintenant, nous allons écouter un peu de musique.
C'était le Pink Floyd, une musique de la vallée de Barbet Schroeder, film dans lequel on retrouve Bulogier et Jean-Pierre Calfon. Encore. Ah, là, il y a eu une rencontre entre-temps. C'est Barbet Schroeder. Oui, j'ai rencontré en 70. C'était pas à l'époque quand des Cracks, le film de Jean Douché? Oui, parce que on a tourné ce film dans son appartement, mais enfin, j'ai pas tellement fait attention à Barbet Schroeder. Je faisais plutôt attention à Jean Douché Et à Claude et à Chabrol, Claude Chabrol, qui était l'acteur. qui était mon partenaire, mon mari. Et il y avait beaucoup de vaisselle cassée, je me souviens. Oui, moi aussi, quelque chose comme ça. Mais c'est vieux, je me souviens pas très très bien. Et La Vallée, Oui, ce film tourné très très loin en Nouvelle-Zélande. en Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Guinée. chez les Papous. La Nouvelle-Guinée, ça se situe près de l'Australie. Et on a fait ce film. C'est encore un film d'une difficulté terrible. On l'a fait en son direct, donc la caméra, la Mitchell était énorme à ce moment-là. Il fallait transporter ça à travers la montagne, à travers la brousse. Il y avait Nestor Almendros qui est toujours à l'aise partout, mais enfin qui n'est pas a priori un explorateur. En tout cas, qui est quelqu'un qui est... Qui faisait toujours des recommandations aux papous qui portaient le matériel caméra, parce qu'on n'avait personne pour porter ce matériel caméra. On n'avait pas de machinot. C'est une équipe qui comportait 15 personnes, dont 6 acteurs. Il y avait Nestor Almendros et son assistant à la caméra, Jean-Pierre Rue et son assistant au son. Un espèce de directeur de production qui était en fait un capitaine de bateau qu'on avait récupéré en Australie, un électricien qu'on avait récupéré en Australie, et un espèce de cuisinier, homme à tout faire, qui arrivait à trouver les papous dont on avait besoin pour le film parce qu'ils parlaient la langue, qui faisait pas bien la cuisine, qui était un salopard, qui donnait des coups de pied aux papous derrière notre dos et qui c'était cette espèce d'aventurier qu'on trouve dans la brousse, qui profite de toutes les occasions qui se présentent. Donc ça, c'était vraiment un film aventure parce qu'on est allé dans des coins inimaginables et on n'est pas des explorateurs. Et c'était un long tournage? 7-8 semaines, mais il y avait 2 mois de préparation et moi après je suis restée 2 mois encore. Il y avait des accidents tous les jours, soit les voitures étaient embourbées parce que c'est les tropiques, donc il y a énormément de pluie, donc on ne pouvait pas décoller les voitures pour aller plus loin, ou alors on n'avait plus d'eau pour se laver, pour boire, ou la nourriture n'était pas arrivée, ou les papous nous avaient volé nos vêtements, ou alors les cases, je me souviens moi ma case avait volé avec tous les vêtements raccords, plus le matériel son. Il y avait aussi les acteurs qui étaient en pleine histoire sentimentale. Valérie Lagrange, son petit ami, était parti au pôle Nord. Alors son idée fixe était de lui téléphoner, mais au milieu de la Nouvelle-Guinée, comment téléphoner au pôle Nord? Bon, Jean-Pierre Calfon était lui-même amoureux de la femme qui lui a donné un enfant. Alors parfois il voulait plus travailler pendant 3 jours, tant qu'il n'avait pas reçu sa lettre. Et donc c'était pas rapide le courrier là-bas. Jean-Pierre Rue à la perche est resté je sais pas combien de secondes sur un serpent en minutes. On montre le serpent, les gens du pays s'en vont en courant, ne reviennent plus dans le lieu pendant 24 heures. Et enfin, il y avait énormément de... Ça se remarque pas dans le film. Ça se remarque pas. C'est ça qui est extraordinaire. Dommage, il aurait fallu avoir une deuxième caméra pour filmer tout ça. Je sais pas si c'est dommage, peut-être tant mieux pour le film et pour les acteurs. Oui, c'était vraiment une chose qu'on pourra jamais revivre parce que ça coûte très cher d'abord d'aller là-bas, puis il n'y a aucune raison d'aller au milieu de la brousse si on n'est pas missionnaire ou si on n'est pas infirmière ou si on n'est pas pilote. On n'a pas de raison d'aller dans ce pays-là. C'est très dur, c'est très inconfortable. Et le Pink Floyd dans cette aventure, alors
Pink Floyd avait fait le premier film de Barbet Schroeder, Mort. Mort. Donc Barbet est assez fidèle aux gens avec lesquels il travaille. Donc il leur avait redemandé pour ce film. Oui, mais je crois que... Enfin, ça colle bien. Ça colle bien aussi avec les fêtes des papous et leur musique. Oui, c'était une bonne idée de demander justement à Pink Floyd de faire une musique sur un film comme celui-là. Au départ, ça semble complètement fou, mais au bout du compte, le résultat fonctionnait très bien. Oui. C'était une bonne idée, qui était peut-être risquée au départ, mais le résultat était très bon. Il n'y a pas énormément de musique de toute façon dans le film. Il n'y en a pas assez pour moi, mais comme ça. Je trouve que la musique du générique qu'on vient d'entendre, qui représente un avion qui survole une tache blanche, c'est-à-dire une partie qui a été inexplorée, elle marche très bien. Et cette époque a été assez fructueuse, parce qu'il y a eu La Salamandre, qui était un film qui avait très très bien marché, d'Alain Tanner. C'est le film qui a vraiment fait connaître Alain Tanner en France. C'est le film qui a fait connaître Alain Tanner, qui m'a fait connaître, qui a fait démarrer le cinéma suisse. Et plus que L'Amour fou? Mais L'Amour fou, c'était quand même réservé à un public très spécial, du métier. Presque tous les réalisateurs intéressants l'ont vu dans beaucoup de pays, en Italie, en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en Espagne. Je crois que tout le monde l'a vu, L'Amour fou, mais le public l'a pas vraiment vu parce que ça durait quand même 4h30. Tandis que La Salamandre, pour vous donner un ordre d'idée, L'Amour fou a fait 30 000 entrées, ce qui était énorme. Énorme pour un film comme celui-là. De cette durée. Et tandis que La Salamandre, ça fait 220 000 entrées, ce qui était absolument insensé pour un film en noir et blanc, 16 mm gonflés, avec un metteur en scène que personne ne connaissait et des acteurs que personne ne connaissait. Alors là, à partir de ce film, même pas à partir de ce film, dès Paulina s'en va, on te fait jouer des rôles un peu assez particuliers, assez proches de la folie. Dans La Salamandre. Oui, Paulina s'en va aussi, mais ce sont des héroïnes, tous ces personnages. Oui. L'Amour fou, La Salamandre, La Vallée, ce sont des vraies héroïnes, ce sont des vrais rôles de femmes. Alors évidemment, bon, les rôles qui sont proches de la folie, c'est souvent ce qu'il y a de plus intéressant à jouer. Enfin, il y a 1000 exemples, que ce soit chez Bergman ou chez Kazan, il y a plein d'exemples. Et je sais pas, c'est comme ça. Et le film... Enfin, j'ai eu de la chance, parce que c'est des rôles superbes. Si on est une bonne actrice, eh bien avec ça, on est bien. On doit. Je crois que c'était vraiment une occasion, justement, pour faire un travail d'actrice. C'est peut-être là que l'expérience du théâtre servait. Je pense que l'expérience du théâtre en général, il y a toujours des cas particuliers, sert à l'acteur. La majorité des acteurs viennent du théâtre. Il y a quelques exceptions. Il y a Alain Delon, Brigitte Bardot, et c'était fait sur leur physique quand même. Mais souvent, exceptionnel. Ils y vont. Quand ils n'ont pas commencé par le théâtre, à un moment donné, ils en ont besoin, ils veulent en faire. Ah. Je crois que c'est difficile, si on commence par faire du cinéma, d'aller au théâtre après. C'est très difficile, mais il y en a qui essayent quand même. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Pas beaucoup d'exemples. Parce que tous les gens qui ont fait du cinéma et qui viennent du théâtre retournent au théâtre, mais je ne vois pas des gens qu'on a découverts, qu'on a mis dans un film, aller au théâtre 5 ans après. Ils ne vont pas prendre ce risque. Oui, c'est un risque. Et là, tu es revenu au théâtre récemment. Je suis revenue, là j'en sors. Je suis sortie il y a 3 semaines du théâtre. J'étais à Villeurbanne, où j'ai fait une pièce allemande qui s'appelait Grand et Petit de Boto Strauss, qui est un jeune auteur allemand, enfin jeune, il a 37 ans, 38 ans, qui est pour ainsi dire l'auteur le plus important actuellement avec Peter Hanke. C'est une pièce qui dure 4h30. Alors comment on sort après un tel marathon? Tuée. Morte. Pour moi, c'était un marathon parce que j'ai jamais fait ça.
Et que je suis quand même pas une très grande professionnelle du théâtre comme Paul Meurice ou François Perrier ou Edwige Feuillère ou je sais pas. C'était une expérience nouvelle pour moi, donc j'ai dû travailler comme une folle pour d'abord mémoriser ces 4 heures de pièce qui c'est pas de l'ordre de passe-moi le sel, c'était vraiment très écrit, très littéraire. J'ai travaillé comme on bachote, comme on passe un examen de médecine, ou je sais pas. Et le fait que ça soit en province, c'était pas trop difficile? Ah non, c'était plutôt agréable parce que je pense que les gens en province sont quand même... c'est moins dur que le parisianisme. À quel niveau? Et surtout à Villeurbanne, il y a un public qui est préparé, qui est ouvert. S'ils viennent là, eh bien c'est parce ils viennent voir quelque chose avec curiosité et ils s'en vont s'ils n'aiment pas, mais il n'y a pas cette espèce de méchanceté où on vient pour voir comment c'est mal fait, ou c'est mal joué, ou c'est mal mis en scène, comment les gens se sont trompés. Il y a beaucoup à Paris ou dans les grandes capitales, il y a beaucoup de gens qui vont au théâtre avec cette optique. Ça, je crois que c'est une chose inévitable. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un très très grand Enfin, moi, cinéaste je vais à ça parce que je vais reprendre cette pièce au mois de novembre à Paris? à l'Odéon. Tu as déjà peur des réactions? Non, Non. là, je fais ma route, j'ai déjà fait, maintenant ça va. On a toujours, cela dit, on a quand même toujours peur au théâtre, on a toujours peur. Tous les jours? Tous les jours, oui. Et alors la fin, c'est la libération, à la fin de la pièce, chaque soir, quand la pièce se finit, ça doit être... Ouais, c'est à la fois la libération et le désespoir qu'on n'a pas exactement fait ce qu'on aurait voulu faire. Est-ce que ça arrive qu'on fasse vraiment ce qu'on a voulu faire? Est-ce que ça arrive d'être entièrement satisfait? Je sais pas, je peux pas parler au nom de tous les acteurs. En ton nom? À mon nom? Oui. Non, moi je suis toujours à moitié brisée, parce que je trouve toujours que je suis en dessous de ce que j'aurais dû faire, mais... Seulement au théâtre? Non. Au cinéma aussi? Oui. Au cinéma, c'est quand même plus difficile de le savoir, parce que quand il y a plusieurs prises, on ne sait jamais Mais quelle il y est a la très prise peu qui de va être gardée. prises. Il y a peut-être 2-3 prises pour les acteurs, pas plus. Une fois que la technique et les acteurs vont ensemble, on fait une prise, on en fait encore une autre peut-être. Encore une autre peut-être, mais pas plus. Ça dépend des réalisateurs Quand quand on même. refait, c'est en général pour la lumière, ou le son, ou le travelling qui a pas bien marché, ou le mouvement d'appareil qui s'est pas bien fait. Mais c'est très rare qu'on fasse pour les acteurs. Je voudrais que tu me parles d'un très grand cinéaste qui est Buñuel. Tu as fait un film avec lui qui s'appelle Le charme discret de la bourgeoisie et qui est un film absolument admirable. Oui. Alors, ça doit être une expérience passionnante parce que Carole Bouquet, la semaine dernière, nous a parlé de son expérience avec Buñuel. Elle a joué dans le dernier film de Buñuel. Et là, une semaine après, on a Bulogier qui a eu aussi une expérience il y a 10 ans dans l'un des plus beaux films de Buñuel, à mon avis. Oui, c'est vrai, c'est un film formidable. Chaque fois que je le vois, C'est hilarant. je me mords de rire. Et ça n'a pas vieilli. C'est absolument... Tout ce qui est dit dedans pourrait se passer aujourd'hui. Je ne l'ai pas revu, mais j'imagine, oui. C'est magnifique. Et c'était facile de travailler avec lui? C'était facile et à la fois difficile parce que... parce que ça fait peur de travailler avec un maître. On a peur quand même. C'est ce que n'a cessé de dire Carole Bouquet la semaine dernière. En plus, c'était son premier film. Elle a eu peur pendant tout le tournage. Et puis, dans Le charme discret de la bourgeoisie, il faisait des mouvements d'appareil extrêmement difficiles. Et on était toujours, je ne sais pas combien, en scène, 7 ou 8 personnes, si ce n'est plus. Et celui qui faisait rater la scène, il portait un sacré chapeau, comme on dit. Donc, c'était terrorisant dans un sens. Je veux dire, je crois que Delphine Seyrig, Jean-Pierre Cassel, Stéphane Audran, moi, enfin tous ceux qui étaient là, et le pied plus, tout le monde était très tendu au moment de la prise. D'autant que Buñuel fait 1 ou 2 prises, à moins qu'il y ait des accidents. Enfin, il en fait une. Si elle est bonne, c'est tout.
Alors là, on se retrouve presque dans la situation du théâtre. Oui, mais il préparait son plan toute la journée et on tournait vers 5h30. Donc on était quand même en attente jusqu'à 5h30. Préparer son plan au niveau du mouvement et de la lumière. Ce qui était une espèce de récréation, c'était l'heure du déjeuner où Buñuel nous faisait le plaisir de manger avec nous, plus ou moins chacun notre tour, parce que comme il n'entendait pas bien. Ah, voilà, Carole Bouquet nous a dit que c'était une fausse légende qu'en fait il entendait très bien. Alors, Non, je crois qu'il n'entendait pas très bien. Il n'entendait pas bien, donc il ne pouvait pas avoir 6000 personnes autour de lui, mais chacun est allé manger 2 ou 3 fois ou 4 fois avec lui, et chacun a eu son rapport personnel avec Buñuel. Puis Buñuel est vraiment quelqu'un de gentil, complètement Il adorable. parlait de cinéma, du film, pendant les repas, où il essayait de sortir de... Non, de pas ça. du tout. Moi, avec moi, il parlait des surréalistes, du groupe de Bretons, parce qu'il s'est trouvé que quand j'avais 18 ans, j'étais très amie avec Augue Breton. Donc la conversation roulait plutôt là-dessus. Et puis sur des anecdotes de tournage et des trucs qui faisaient rire, des anecdotes qui le faisaient mourir de rire, toujours. C'est quelqu'un qui rit beaucoup. Oui. Et pendant ce film, là où il n'en pouvait plus de rire, c'est ce passage où on marche sur la route, que personne d'entre nous n'a compris. Qui est à la fin du film, c'est ça? Qui était à la fin du film et qu'il a remis une autre fois au milieu du film, je crois. Normalement, il devait finir le film. Oui. Il aime tellement ça qu'il l'a mis plusieurs fois. Et c'est là que tous les critiques se sont posés plein de questions, sans réponse. Oui. Et même les acteurs. Je crois que ce qui le faisait rire, c'est que, comme l'acteur est narcisse avant tout, égocentrique, celui qui arrivait le premier arrivait en gros plan. Alors donc, à un certain moment sur la route, tout le monde se mettait à marcher très très vite, presque à courir. C'était pas prévu. Et alors, ça rejoignait l'histoire du charme discret de la bourgeoisie, parce que dans un sens, c'était un peu pathétique que les acteurs en arrivent à, même les acteurs de haute qualité, à marcher vite pour arriver en gros plan. Alors, Et Buñuel, ça le faisait rire. il devait être ravi, Oui, j'imagine. il devait être ravi, il était ravi. Là, je vois que le technicien écoute avec beaucoup d'attention. Il pourrait nous passer peut-être un peu de musique.
Nous sommes avec Bulogier. Et Bulle m'a dit tout à l'heure, il faut absolument reparler de la salamandre. Alors, Bulle, Non, mais il faut poser une question aussi. alors, Moi, je ne peux quelle pas question? parler en monologue comme ça. Ah ben, j'en sais rien. Comment s'est passée cette rencontre avec Anna Tanner? Ah, Tu avais vu son film précédent? oui, j'avais vu Charles Mort ou Vif et il m'a écrit qu'il voulait me rencontrer. On s'est rencontrés à la Coupole. Et il avait vu L'amour fou. Et il m'a dit, je vais écrire un film. Voilà le principe, est-ce que ça vous intéresse? Et je lui ai dit oui, parce que j'ai vu votre film Charles Mort ou Vif, que je trouve formidable, magnifique. Alors je suis complètement ravie. Et il parlait déjà du sujet du film ou c'était... Oui, mais il parlait du sujet du film, il l'avait pas encore écrit. Il était en train de l'écrire, il était au début. Et il y avait déjà les autres comédiens? Jean-Luc Bidault, par exemple? Oui, je crois qu'il les avait déjà, je sais pas, je lui ai pas demandé. Mais ce qui est formidable quand même, c'est que ce film, il a été présenté aux Oscars à Hollywood. Ça, je ne savais pas, fallait le dire. Alors, il y avait Absolument celui-là, le il dire. y avait Le charme discret de la bourgeoisie, et il y avait le film de Delvaux. Rendez-vous à Bray. Rendez-vous à Bray. Alors quand même, j'étais la star à Hollywood. 3 films la même année? Oui, ils étaient présentés, puis finalement a été éliminé La Salamandre et le Delvaux, et resté, je ne sais plus quel film, et Le charme discret, et c'est Le charme discret qui a eu l'Oscar du film étranger. Et est-ce que tu étais là à ce J'étais moment-là? là, Et l'Oscar a été remis à qui? À Buñuel, à Buñuel, oui. entouré de ses actrices, de ses acteurs? Non, non. Je me souviens plus comment ça s'est passé. Moi, j'étais complètement ahurie. Pourquoi? Mais parce que ça fait très peur d'aller au théâtre chinois, là, sur Hollywood Boulevard. Je croyais que tu étais habitué à Ah, bah tout, non, à j'étais tout pas ça. du tout habituée. C'était en 72, 73. Moi, je suis pas du tout habituée. Je suis pas quelqu'un du tout qui avait l'habitude de ces choses-là. Absolument pas. On te voit quand En même sortant de souvent dans des festivals de cinéma importants. Festival de Cannes. Mais au Festival de Cannes, D'autres festivals j'y importants. suis allée par la suite. Je n'y étais pas tellement allée avant. Et en plus, quand je vais au Festival de Cannes, il y a plusieurs sections. On peut aller partout. On peut aller à la fois à Perspective, à la Quinzaine. On n'est pas obligé d'aller dans les soirées mondaines, à moins de présenter son propre film. Et On là, peut tu as aller eu quand avec les même, critiques le matin. tu as eu souvent des films à Cannes quand même. Des films de Grégorio. Jacques Rivette aussi, j'avais vu En Duel. officiel, il y a eu un seul film dans lequel j'ai joué, film de Henning Carlsen, qui s'appelait Le divorce heureux, et qui a ouvert le Festival de Cannes, je ne sais plus en quelle année, en 75 ou 16, je crois. Je crois que c'est en 75 parce que c'était la première année où je suis allé à Cannes. Ah bon? Alors ça, je m'en souviens très bien. Mais c'est pas pareil, Cannes c'est mon pays, c'est la langue française, c'est pas du tout la même chose que de se retrouver à Hollywood. Cannes, c'est comme Montréal, quoi. On peut parler français. Non, mais tu comprends pas qu'on peut avoir peur d'être... Si. Bon, alors, dans une immense scène qui est 30 km de long, toute petite. Je venais juste, en plus, je voulais aller chez le coiffeur, et d'un seul coup sec, il m'a coupé tous les cheveux. Alors, Ah ben. 1 heure avant, plus la parano d'avoir plus la même tête, Je comprends tout. Je comprends tout. savoir qu'est-ce qu'il faut mettre comme robe ou costume, enfin, c'est très difficile tout ça. Et tu as eu d'autres expériences avec les Oscars après? Non, mais de toute façon, maintenant, ça me serait plus indifférent. Et D'abord, maintenant, je connais quand même la côte ouest, je connais Los Angeles, et là, c'était plus ou moins mon premier. bah, tu as beaucoup travaillé, tu as tellement travaillé. On pourrait citer tous les cinéastes, Philippe Garrel, Daniel Schmitt, avec qui tu as fait 2 films, Fassbinder, et Marguerite Duras. 3 films, Oui, dont le premier a été tiré d'une pièce de théâtre qui était Des journées entières dans les arbres. Dans une pièce de théâtre où tu avais interprété donc, le rôle que tu as interprété après au cinéma. oui. Alors, comment s'est passé le voyage du théâtre au cinéma? Très facilement, parce qu'on tournait toute la journée, les journées entières, et on jouait le soir, les journées entières. Alors, il n'y avait pas beaucoup de... On était tout le temps dans le même bain.
Mais c'était quand même différent, j'imagine, au cinéma. Bien sûr, c'était différent parce que le cinéma c'est différent du théâtre déjà en premier. Ensuite, c'est vrai que Duras a pas fait la même chose que Jean-Louis Barrault, mais en même temps, les scènes étaient là. Les Les scènes de décors étaient dialogue, différents quand même. oui, les décors étaient différents puisque c'était des décors naturels et que sinon on était sur une scène. Mais si on tourne dans la journée la pièce qu'on joue le soir, c'est pas très dépaysant. C'est une expérience quand même intéressante, j'imagine. C'est quand même plus intéressant peut-être, peut-être moins fatigant pour l'acteur, de faire ça de faire le film pendant la pièce de théâtre. Non, c'était très fatigant parce que il fallait se lever quand même très tôt et que le théâtre ça finit à minuit et c'était très fatigant et que Marguerite tourne ses films très rapidement parce qu'elle n'aime pas tourner en plusieurs semaines. Mais dans les derniers films que tu as fait avec elle, elle te demande quand même un travail très différent, où, disons, le jeu d'acteur plus traditionnel est quand même assez gommé, Dans Agatha, par exemple. oui, je crois que l'acteur là est un support pour l'image. C'est différent des journées entières où il y avait des dialogues. Là, dans Agatha, comme dans le Navire Night, ou ces films les plus récents, c'est Marguerite qui parle en voix off. Et donc, les personnages qui se trouvent là sont des supports pour la voix, pour la musique. Toi, en tant que comédienne, tu préfères travailler dans le style des journées entières, dans les arbres? Ah non, C'est une préférence c'est quand même. différent, c'est différent. C'est très C'est différent. différent. On ne peut pas dire je préfère, et surtout avec le même auteur. C'est bien d'avoir fait les journées entières, et puis c'est bien d'avoir fait le Navire Night, et c'est bien d'avoir fait Agatha, je crois. C'est une Oui. progression comme ça. C'est comme avec Werner Strater, tu as fait 2 films avec lui et les 2 fois, c'est un travail très différent. Ah mais j'ai fait qu'un seul film avec lui, Flocon d'or. Et Weiße Reise, tu comptes pas ce film. Mais j'ai fait un travail de voix Un dessus. très beau travail. Ah oui, j'avoue que c'est très bien. Étant donné que je fais toutes les voix, tous les bruits. C'est vrai que c'est quand même assez rare que dans un film, une seule personne fasse absolument tous les bruits du Tous film. les personnages. Tous les personnages. J'ai joué tous les personnages. Des personnages comme des grandes actrices aussi, comme Maria Schneider. Ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait plein de gens dans ce film. Il y avait Margaret Clémenti. Oui, des actrices allemandes. Et j'ai fait le travail de voix en changeant de voix sur tout le monde, sur le bruit, les négros spirituels, tout. C'était pas trop difficile de faire ce travail. C'était très amusant. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé. C'est très difficile. Et je crois que ça a été fait en 3 jours. Hein. Très spécialisée dans les choses difficiles. C'est vrai, depuis tes premiers films, ça a toujours été des films difficiles. Ah oui, toujours. Et pourquoi? Ah mais j'en sais rien, c'est comme ça, c'est tombé comme ça. Non, c'est une volonté Mais de non, ta mais part. j'ai pris une route et puis c'est elle ça. continue. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens Mais- qui ont pris des routes comme ça au départ, mais à un moment donné, hop, ils bifurquent. Puis après, ils font des choses plus traditionnelles. Alors toi, depuis le départ, tu as gardé ta route. Il y a des choses traditionnelles Beaucoup. dans cette liste. Même Fassbinder, tu as cette expérience, ça devait être quand même Très quelque chose. difficile, encore une fois. Ça, Parce j'imagine. que d'abord, il faisait moins 30 à Berlin. Ensuite, Rainer était très pressé, comme il était toujours après, jusqu'à maintenant, la preuve. Et il ne parlait pas, lui qui parle un peu, qui parlait français, qui parlait bien anglais, il s'était mis dans la tête de me parler calmement. Alors je comprenais rien de ce qui se passait. Et tous les acteurs parlaient allemand. Et parfois, je me rendais compte à la fin du tournage que j'avais joué une scène qui n'avait absolument rien à voir avec la situation réelle. Mais c'était C'est-à-dire volontaire que, par de exemple, sa part. je croyais que j'étais chez moi et que tous les terroristes venaient chez moi, alors que j'étais chez quelqu'un, chez un autre des terroristes du film. Ou le contraire.
où il y avait un noir qui jouait dedans. Pendant une semaine, j'ai cru qu'il jouait le rôle d'un dealer, parce qu'il y avait une fille qui prenait de l'héroïne dans le film. Et finalement, pas du tout, c'était un terroriste. Alors quand même, quand on s'aperçoit de ça à la fin du tournage ou à la fin de la journée, on devient fou parce qu'on ne joue pas de la même manière. C'est différentes situations, bien sûr. Et tu crois pas que Fassbinder le faisait exprès pour te mettre dans une certaine situation et Bien pour sûr, que tu il sois le faisait surprise? exprès, oui. Il était ravi. Il était ravi parce que ça l'amusait beaucoup de voir que je jouais certaines choses d'une manière complètement anachronique par rapport à la situation. Et je crois qu'il aimait bien ça. C'est un peu comme l'utilisation que fait Werner Schroeter de certains morceaux de musique dans ses Mais films. je crois que c'est parce que comme j'étais étrangère et que pour ces acteurs, ils jouent à chaque fois qu'il y a une scène, ils jouaient le rôle, toujours. Ils jouaient le personnage, ils jouaient la scène entièrement, ils faisaient tous les acteurs en allemand. C'est après, les acteurs faisaient ce que Rainer avait joué déjà. Mais moi, il ne pouvait pas le faire puisque tout de même, le français, c'est pas sa langue, c'était pas sa langue. Donc, il avait trouvé comme ça un compromis ou une autre façon de me diriger qui était complètement paniquante. Et quand tu as vu le film, qu'est-ce que tu as ressenti? Mais comment, qu'est-ce que je... Parce que par rapport à Non, cette mais ambiance de tournage où tu étais un peu déboussolée quelquefois, quand tu as vu le film, tu as été surprise? Non, pas du tout, tout collait très bien, évidemment. Tout marchait très bien. Donc tu étais un petit peu surprise dans le bon sens. Toutes tes inquiétudes Non, se sont envolées. les inquiétudes étaient sur le moment, mais je savais que de toute façon, Fassbinder savait ce qu'il faisait. Surtout avec les comédiens et Je comédiennes, faisais c'est toujours, entièrement c'est confiance. toujours très brillant. Oui. Mais ça, c'était une expérience rare parce que c'était un film où il n'avait pas trouvé de financement puisque ça traitait du problème des terroristes. Donc, il n'avait pas trouvé le financement ni à la télévision allemande, nulle part. Donc, il l'avait financé lui-même. Donc, le décor, c'était son appartement. Son appartement était à la fois sa chambre à coucher et le décor et son bureau de production et le restaurant. Et on vivait comme ça, d'une manière très, très... Enfin, on se levait à 5h30 le matin, préparait les costumes, cherchait les accessoires, et on travaillait toute la journée. Et là, j'étais donc vraiment très proche des acteurs de Fassbinder et de Fassbinder lui-même, puisque ça se passait dans sa maison la plupart du temps, sauf les scènes extérieures. Ça devait être un véritable tourbillon, avec tous ces déplacements, si tout se passait en même temps dans ce lieu. C'est-à-dire, c'est surtout que j'ai connu Rainer d'une manière beaucoup plus intime que si c'était sur un plateau ou en studio. Tu le connaissais depuis longtemps, avant le tournage de ce film? Oui, je le connaissais depuis 3 ans. Il m'avait proposé de jouer dans La Roulette chinoise, mais je ne pouvais pas parce que je faisais du théâtre chez Barrault à ce moment-là. Et quand il venait à Paris, en 74-75, il venait chez moi. Il descendait chez moi les premières années. C'était un peu l'époque de la Paloma, avec Daniel Schmitt. C'est l'époque où j'ai connu tous ces Allemands, Werner, Schroeter, Rainer Fassbinder, Ingrid Kaven, Udo Kier et Daniel Schmitt. Et Daniel Schmitt, tu viens de faire un film, enfin tu viens de le faire il y a déjà un an. Il y a un an. Qui s'est passé à Cannes. Tu peux raconter rapidement ce film. C'est l'histoire d'une... Je ne vais pas raconter l'histoire, mais je vais raconter comment ça s'est fait. C'est-à-dire que Daniel, on lui a donné une carte blanche pour faire un film sur Cannes. Et il m'a demandé de le faire avec lui. Et moi, je ne voulais pas. Qu'est-ce que j'allais faire à Cannes? Je n'allais pas commencer à interviewer, je ne sais pas qui, Claude Lelouch, ou des gens que je connais, comme ça, ou Brigitte Fossé, ou Géraldine Chaplin. Je n'avais pas du tout envie de faire ça, surtout qu'il y a des gens qui le font très très bien. Ce sont des vrais... qui le font chaque année et qui le font bien. Donc on s'est creusé la tête avec Daniel, qu'est-ce qu'on allait faire? Et à partir de là, on a inventé une fiction. Ça a été inventé sur place ou... Et finalement, on voyait que c'était tellement difficile qu'on n'arriverait pas du tout à faire mieux que les gens qui font des films sur Cannes,
qu'on a vraiment introduit à la fois tout ce qui se passait à la télévision et tout ce qui se passait, et beaucoup de choses qui se passaient à Cannes. Mais finalement, on s'est rendu compte que les événements qui étaient à la télévision étaient beaucoup plus forts que ce qui se passait à Cannes. Parce que dans cette semaine-là, il y a eu le changement du gouvernement, c'est-à-dire il y a Mitterrand, le socialisme, il y a eu l'assassinat du pape, et puis il y a eu des choses de terrorisme en Espagne, enfin qui étaient filmées en direct. Donc notre film, je crois qu'il est, en ce qui concerne la fiction, il est vraiment très fort. Et alors, donc, le résultat Et est moi, très différent finalement, de ce qui était l'histoire de la prévu. fille qui est dans ce film-là, à la fin, elle veut plus sortir de son hôtel, elle voit tout à la télévision, elle voit, c'est une vraie réclame pour la télévision, et le plus fort, c'est que ça nous a été refusé, on l'a pas vendu à la télévision française. Et c'était produit par la télévision suisse. Voilà. Mais on espérait quand même le vendre à la télévision française. Daniel Schmitt l'a coupé à 50 minutes exprès pour la télévision, puisqu'il s'est dit, ben, finalement, on va faire un film que tout le monde verra, c'est formidable. Et Mais plutôt que de pourquoi faire un film qui va faire 20 000 entrées dans je sais pas quel... Mais pourquoi on n'en a cinéma. pas voulu à la télévision? Parce que ça donne un aspect négatif de Cannes ou pas? Je n'ai pas vu le film, alors ça m'est Non, difficile. moi je trouve que c'est un film adorable, qui est absolument drôle et charmant. C'est pas du tout, ça donne un aspect drôle, comique, plein d'humour. Je ne sais pas, je pense que ils ont eu peur de ça, oui, je crois. Je sais pas. Parce que la télévision devrait changer maintenant par rapport à ce qu'elle a été dans le passé. Et des films comme ça devraient avoir plus de chance à Mais la oui, télévision. c'est dommage. Alors, Frédéric Mitterrand en a pris 9 minutes, mais, 9 minutes, ça donne pas l'idée du film. Ce film a ouvert plein de festivals, tous les festivals de Mannheim, Locarno, Montréal, tellement il est gai. C'est vraiment un film en hommage au cinéma, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses sur les festivals de 59, 60, 61, Brigitte Bardot, Jean Cocteau, Malraux. Il y a toute cette ambiance qui passe dans le film. Oui. Je vais le voir bientôt. Est-ce qu'on va le voir en France? Ben non, On ne veut pas le voir? mais non, vous ne verrez pas. Mais il va pas sortir dans une salle? Non, il ressortira probablement dans une rétrospective sur Schmitt. On reverra la Paloma. Alors. On verra la Paloma, tous les films de Schmitt, et celui-là, Notre-Dame de la Croisette. Et de la Paloma, tu en gardes de bons souvenirs? Mais moi, je garde des bons souvenirs de tous les films que j'ai faits. Même quand il faisait froid, même quand il y a eu des tensions entre les gens. Parce que tu n'as pas beaucoup de regrets alors. Parce qu'il y a quelquefois, il y a des acteurs qui disent vraiment, j'aurais jamais dû faire ce film avec cette personne-là, je regrette. Non. J'avais rencontré une fois Eddie Constantine qui me disait j'aurais dû faire des choses comme Alphaville bien avant, je regrette vraiment d'avoir fait tous ces navets. Et bon, c'était il y a quelques années. Ah oui, mais moi, j'ai pas fait de navet, alors. Je le comprends très bien, Eddie Constantine, de dire ça. Alors là, j'ai le bec complètement cloué, je ne peux plus rien dire. Non, je regrette pas. Tous les gens avec qui j'ai travaillé, c'est des gens formidables. Au contraire. C'est pas moi qui va dire le contraire. Hein. Et même ce très bon cinéaste qu'on connaît pas bien, qui est argentin, Eduardo de Gregorio. Tu as fait 3 films en quelques années avec lui. C'est un cinéaste qu'on connaît pas très bien. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Comment tu l'as rencontré? Je sais qu'il était scénariste de Jacques Rivette avant de faire des films. Il a participé à Céline et Julie vont en bateau. Cet admirable film. Et après, il a participé à Duel, que j'ai fait avec Rivette aussi. Et puis, il a participé aux autres Rivette, mais moi, j'étais pas dedans. Et avant, il a participé au scénario de Bertolucci. Bertolucci. Je crois même peut-être c'était pas la stratégie de l'araignée. Voilà, la stratégie de l'araignée. Et moi, je l'ai connu sur le film de Rivette. Et on a eu des atomes crochus, quoi, c'est normal. L'émission est en train de se terminer. Merci, Bulogier, et à la semaine prochaine. Ouais.